Bonjour, c'est une première dans ce face-à-face pour ce romancier, poète et maintenant expert en chefs-d'œuvre, Charles Dantzig, notre invité. Merci, je suis ravie de vous recevoir. Je suis ravi d'être là. Alors, expert en chefs-d'œuvre, ça vous convient comme qualificatif? Expert, je ne sais pas, amateur en tout cas au départ, et puis essayant de savoir ce que ça veut dire. Bon, l'actualité, c'est donc à propos des chefs-d'œuvre aux éditions Grasset. Alors, vous tentez d'expliquer ce qu'est un chef-d'œuvre, ce qu'il faut d'un livre pour être qualifié de chef-d'œuvre. Vous nous dites aussi, vous nous rappelez qu'il n'y a pas de méthode pour cela. Oui. Et oui, les gens croient souvent qu'il faudrait appliquer des règles pour créer un chef-d'œuvre avec cette notion de classicisme. Il y a des chefs-d'œuvre classiques, je n'y crois pas du tout. Vous savez, il y a un exemple très simple, c'est le sonnet. Vous savez, la forme poétique du sonnet, qui est une forme très codifiée. Eh bien, on sait très bien qu'il y a certains auteurs qui ont écrit de très mauvais sonnets et d'autres de très bons. Comment cela se fait alors que c'est des règles? Ça veut bien dire que les vrais chefs-d'œuvre, ce n'est pas l'application d'une règle. Ben, ça veut dire que vous avez dû savoir comment qualifier un chef-d'œuvre pour nous sortir un livre sur les chefs-d'œuvre. Eh bien, en tout cas, c'est tout le propos du livre. C'est essayer de savoir ce que ça veut dire. Parce qu'en réalité, j'ai découvert, ou cru découvrir, que c'est une notion qui est appliquée à la littérature depuis 1750 environ. Ouais. Et depuis 1750, il n'y a pas eu un seul livre sur le chef-d'œuvre en littérature. Mon livre est le premier. Ça ne veut pas dire qu'il est bon, mais ça veut dire que c'est le premier. Et donc, personne n'a... C'est comme un article de foi. On croit que c'est un peu comme Bernadette Soubirous, le chef-d'œuvre. Ah, un chef-d'œuvre. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Donc voilà, ce livre sert à ça, à réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être un chef-d'œuvre? Est-ce que ça veut dire que le chef-d'œuvre d'une personne peut ne pas être celui d'un autre? Exactement, exactement. Il y a des chefs-d'œuvre absolus. Il est évident que La recherche du temps perdu est un chef-d'œuvre que personne ne contestera. Mais on peut avoir des chefs-d'œuvre pour nous. Moi, je dis dans ce livre qu'un de mes chefs-d'œuvre pour moi, c'est Les Aristochats de Walt Disney, par exemple. Pour lequel j'explique les raisons qui, à mon avis, en font un chef-d'œuvre. Donc c'est très personnel. C'est personnel. Il y a aussi des éléments objectifs qui font qu'il y a des livres meilleurs que d'autres, quand même. Et on en a une expérience intime nous-mêmes. On sait très bien que quand on lit un livre normal, on lit un livre normal, ça peut être plaisant, ça peut être amusant, mais quand on lit un chef-d'œuvre, on est transporté au-dessus de nous-mêmes. On le sait bien, on devient tout d'un coup meilleur, c'est un livre exaltant. Oui, je vous lis. Les chefs-d'œuvre sont si peu communs que chacun semble un absolu. Aucun ne ressemble à l'autre. Aucun de ceux qui viendront ne sera pareil à ceux d'avant. Le chef-d'œuvre est une rupture de la médiocrité. Voilà pourquoi il peut choquer. La médiocrité est la plus nombreuse. Mais oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, il n'y a pas de chef-d'œuvre classique. Quel est ce qui unirait l'Iliade et l'Odyssée, La recherche du temps perdu et Ulysse de Joyce? Chacun est très différent, ou une pièce de Racine, ou tout ça. Il n'y a pas de règle du chef-d'œuvre et c'est cette liberté qui fait que ça nous enchante aussi. Vous parlez d'une notion d'immortalité aussi, du chef-d'œuvre? Oui, on a l'impression que c'est immortel. Précisément, je viens de citer l'Iliade et l'Odyssée, c'est très ancien, ça a des centaines et des centaines d'années. On a l'impression, mais je crois que c'est une idée fausse, car les chefs-d'œuvre disparaissent. Et j'ai trouvé, en écrivant mon livre, le cas de Shakespeare. On pense que Shakespeare est glorieux depuis qu'il a existé. Or, Shakespeare a eu une période où il était complètement oublié, on s'est débarrassé de lui. Et il est revenu après, 100 ans plus tard. Donc les chefs-d'œuvre peuvent disparaître. Et réapparaître pour quelle raison? Le caprice et le goût et le plaisir. Pour le cas de Shakespeare, c'est le grand acteur du moment qui s'appelait Garrick et qui a redécouvert une pièce et qui a dit c'est génial, je vais le jouer, et qui a convaincu une bande d'amis. Donc c'était le plaisir et le bonheur que ça procure aussi. En préparant ce livre, j'imagine que vous avez eu des discussions sur le sujet. Est-ce que vous étiez souvent pas d'accord ou plutôt d'accord avec les gens qui vous entouraient sur ceux qui devaient se retrouver dans votre livre? En réalité, dans l'ensemble, j'étais d'accord, à part certains, parce que moi, par exemple, je ne suis pas d'accord que Louis-Ferdinand Céline et Le Voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre. Et je ne sais pas en Belgique, mais en tout cas, en France, c'est un article de foi. Louis-Ferdinand Céline, je m'attaque à du sacré. Mais dans l'ensemble, on était plutôt d'accord. La seule chose avec laquelle je n'étais pas d'accord avec le discours général, c'est l'idée de recul. Les gens pensent qu'il faut du recul, la postérité, pour juger ou pour savoir si un livre est un chef-d'œuvre, et je ne crois pas. Ah ouais, donc ça voudrait dire qu'un livre n'est pas forcément un chef-d'œuvre tout de suite? Mais ça peut le devenir avec le temps? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin, d'une part, d'un diplôme pour savoir qu'un livre est un chef-d'œuvre, on peut en avoir l'expérience personnelle, et d'autre part, il n'y a pas besoin de 20 ans, 30 ans, 40 ans, parce que je trouve que c'est donner trop de chance à la mort. Je donne l'exemple de Joyce dans mon livre. Avant même la publication d'Ulysse, son grand roman, comme vous savez, 20 ans avant, Wells, le grand romancier de science-fiction, l'auteur de La machine à remonter le temps, avait écrit à propos de Joyce, jeune homme, nous avons affaire à quelqu'un de prodigieux. Donc, tout le monde ne le sait pas, mais tout de suite, quand Proust est apparu, c'est la même chose. On a su que quelque chose d'exceptionnel apparaissait. Et c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que nous sommes capables d'estimer et d'aimer un chef-d'œuvre. On n'a pas besoin du jugement de la mort et de la postérité. Oui, mais vous parliez tout à l'heure des Aristochats. Ça veut dire que ce sentiment d'avoir lu un chef-d'œuvre peut être vraiment personnel. Bien sûr. Bien sûr, parce que je crois qu'on pourrait dire d'une certaine façon qu'on peut qualifier de chef-d'œuvre
tout livre qui nous révèle à nous-mêmes ou qui nous transporte ou qui nous rend meilleurs. Je crois que ça pourrait être une définition. C'est pas non plus une idée de perfection, d'idéal, il y a ça aussi. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir débat autour d'un ouvrage, est-ce un chef-d'œuvre ou non, si c'est tant personnel. Vous avez raison, on peut dire ça, mais il y a aussi... ça, c'est la part purement intime du jugement du chef-d'œuvre. Il y a aussi les grands chefs-d'œuvre supposés classiques. Pourquoi est-ce qu'on ne se prendrait pas à partie sur, mettons, Don Quichotte? On pourrait très bien, vous et moi, discuter pendant 20 minutes pour savoir si réellement c'est un chef-d'œuvre. Vous dites à un moment donné, j'adore cette phrase, le chef-d'œuvre est une œuvre qui nous transforme en chef-d'œuvre. Mais oui, je crois qu'au moment où on lit le chef-d'œuvre, par exemple le moment où, pardon de citer Proust pour la 3e ou 4e fois, mais après tout, au moment où je lis La Recherche du temps perdu, je deviens La Recherche du temps perdu. J'ai l'impression, d'abord ça abolit le temps, alors que je vis en 2013, je me trouve en 1890, à l'époque où le livre se passe, je deviens les personnages, je me transforme en La Recherche du temps perdu, et même d'une certaine façon, je deviens Proust. Tout ça est très illusoire, mais il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'espèce de stupéfaction qu'on a quand on sort de la lecture d'un chef-d'œuvre. On sort de la lecture de 20 pages de Proust et puis il nous faut nous adapter au temps où on est. Et ça, c'est très frappant. Vous avez déjà eu l'impression qu'un chef-d'œuvre pouvait vous changer, vous apporter quelque chose concrètement, bien sûr. Dans votre vie? Bien sûr, ça ne m'apprend pas à mieux gérer mon compte en banque. Oui, c'est ça. Mais ça ne nous apprend pas des choses pratiques. Mais être meilleur, être plus tolérant, être plus généreux. Je pense. Je pense que c'est des choses qui, par exemple, encore une fois, pour revenir à Proust, on peut apprendre les mécanismes de la bonté. Ça ne veut pas dire qu'on devient bon, mais on sait comment ça marche. On peut apprendre les mécanismes de la jalousie. Ça peut nous éviter d'avoir la stupidité d'être jaloux. En tout cas, on sait, voilà, ça nous améliore. Ça nous fait un peu grandir, quoi. Oui, exactement. Ça nous fait un peu grandir. Alors, dans ce livre, j'ai compris également qu'on vous a laissé croire que l'ère des chefs-d'œuvre serait dépassée. Vous vous en défendez de ça? Oui, je m'en défends parce que je trouve qu'on vit une époque pessimiste et un peu gênante où on serait incapable, et en particulier en Europe et dans le monde occidental, on aurait eu notre gloire passée et on serait incapable de produire des chefs-d'œuvre et d'en écrire. Je ne vais pas citer des contemporains, mais enfin Thomas Bernhard en Allemagne a écrit plusieurs romans dont nous savons qu'ils sont des chefs-d'œuvre et c'était il y a 10 ans ou 15 ans. Je crois qu'il y a une espèce de... Même le mot chef-d'œuvre finit par être contesté, on l'emploie plus trop, on hésite à l'employer. Il y a une espèce de morosité comme ça que je combats. Parce que justement, c'est le contraire du chef-d'œuvre qui est quelque chose d'enthousiasmant. Cela dit, dans le mot et dans l'explication, dans le dictionnaire que je suis allée feuilleter, on peut lire à chef-d'œuvre action parfaite. Ça peut être dérangeant comme une définition quand même. Eh bien, c'est ce que je conteste dans mon livre, c'est que justement un chef-d'œuvre n'est pas parfait. Dans tous les chefs-d'œuvre qu'on peut étudier, il y a une imperfection. Et c'est ça qui est merveilleux parce que ça prouve que c'est fait par des hommes. Ce n'est pas des créations divines, ce n'est pas des créations sacrées. C'est pour ça que, pour revenir à votre question tout à l'heure, on peut les contester. Et ça veut dire que nous sommes capables, nous, en tant qu'hommes, de créer des chefs-d'œuvre. Donc c'est plutôt optimiste. Est-ce qu'un chef-d'œuvre est forcément un succès, quand même? Non, non. Bah, voilà, pour revenir à mon cher Proust, je crois qu'on a mis 10 ans à écouler 1000 exemplaires. Mais ce n'est pas ça qui fait que ça n'est pas un chef-d'œuvre. Est-ce qu'un écrivain sait qu'il écrit un chef-d'œuvre, quand même? Je crois que c'est très difficile de faire la part du savoir qu'on écrit un chef-d'œuvre et de la folie vaniteuse. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de très mauvais écrivains qui sont persuadés d'écrire un chef-d'œuvre et qui ne l'écrivent pas. Et en même temps, quand on voit... c'est comme ça que d'autres? Bah oui, parce qu'il y a plus de mauvais romans que de grands. Mais il y a un moment où je pense que, voilà, quand Joyce a fini Ulysse, je pense qu'il a su qu'il avait écrit quelque chose de vraiment bien. On ne se dit pas soi-même, je crois qu'on a écrit un chef-d'œuvre parce que c'est d'une vanité sans nom. Mais on sait qu'on a écrit quelque chose d'original et de singulier. Mais ça veut dire que ça peut être exaltant pour l'auteur lui-même. Évidemment, parce que... D'abord. Je crois parce que... D'abord, je crois qu'il faut un courage inouï pour écrire un chef-d'œuvre, parce que tout ça, c'est des œuvres qui sont pas... Ça s'écrit pas comme on fait ses feuilles de compte à la maison. C'est très, très compliqué, c'est héroïque. Donc, il y a aussi une exaltation pour celui qui l'écrit. Je crois que les auteurs de chefs-d'œuvre sont vraiment... Pour moi, ce sont mes héros. Pour moi, mes héros, ce n'est pas les généraux de corps d'armée, ce n'est pas les capitaines d'industrie. Je trouve que c'est tellement héroïque d'avoir réussi à écrire Hamlet, d'avoir réussi à écrire La Recherche du temps perdu, d'avoir réussi à écrire Ulysse, que c'est ça l'héroïsme pour moi. Est-ce que vous écrirez un chef-d'œuvre un jour? Le jour de ma mort, parce que la perfection, c'est la mort. Alors, on ne va pas révéler la fin de votre ouvrage parce qu'elle elle est parfaite, elle est presque parfaite, puisqu'il ne faut pas dire parfait. Elle est séduisante, elle est très positive. Vous avez ce style insolent comme ça, qui fait votre marque de fabrique?
Vous l'entretenez? Vous avez peur parfois de le perdre, ce style Non, non, pas du tout. Parfois, on m'applique ça comme si je le faisais exprès, mais c'est exactement ce que je suis. Personne n'est plus sincère que moi. C'est pas un calcul. Je suis comme ça. Je suis resté le petit garçon un peu timide et insolent à la fois que j'étais quand j'avais 7 ans. Je n'ai pas changé. Qui se cache derrière sa plume? Oui, je crois un peu. Pour exister vraiment? Je n'ai pas changé. Oui, 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 je crois qu'il y a de ça. Merci d'être venu nous voir. Merci en tout cas, ça donne reçu. envie de lire. Vous verrez, essayez ce livre. Vous verrez, ça donne envie de lire vraiment. Je vais vous demander, Charles Lanzing, de signer cette interview. On offrira votre dédicace à un téléspectateur qui nous envoie un mail maintenant à faf@rtl.be. Facebook, j'imagine que ça vous connaît largement aussi. Vous êtes de cette génération. De cette génération, on peut les sites internet et des choses comme ça. Et même Twitter récemment, vous voyez jusqu'où. Et ben voilà. Mais d'ailleurs, Twitter, je peux ajouter un mot? Mais allez-y. Twitter, c'est 140 signes. On dit les messages font 140 signes. Et on dit quelle horreur, le monde informatique, c'est la vulgarité. Mais c'est pas différent dans haïku japonais. Vous savez, les petits poèmes chinois à forme fixe. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas écrire un chef-d'œuvre de 140 signes? Essayons. Et ben voilà. Et je termine avec l'autre actualité du jour. Ceci n'est pas Belgique. C'est Nathalie Van Haegen qui sort ce livre de photos qui illustre l'incompréhension, l'exclusion et l'extrémisme malgré les racines flamandes et francophones immuables en Belgique. Voilà. Merci en tout cas de votre fidélité. À demain.